L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du dernier film du très prolifique François Ozon, Été 85. Un film, me semble-t-il, sorti d'ailleurs le 14 juillet. Voilà, moi je l'ai rattrapé avec quelques semaines de retard et je tourne cette vidéo avec pas mal de recul sur ce qui consistait ici en salle, en mon premier visionnage de ce métrage qui, quand je publie cette vidéo, ne doit sûrement plus être en salle, vu qu'au box-office, le cinéma est actuellement, avec le Covid, en PLS. Voilà. Donc, qu'ai-je pensé de ce métrage? Je suis... comment dire, légèrement déçu. On va dire qu'il y a une sorte ici de déception relative. Car le film n'est pas mauvais, le film pour moi n'est pas non plus excellent. Je dirais que c'est un assez bon film, quelque part, un petit peu comme l'était pour moi Grâce à Dieu, qui était un film assez réussi, mais avec des défauts et très perfectibles, quoi. Et c'est absolument le problème que j'ai avec ce film, qui comporte beaucoup de qualités, beaucoup d'idées presque géniales, et parfois des fautes de goût assez monstrueuses. On va commencer avec le positif, car j'aime bien rester positif. Les points positifs sont déjà, quelque part, les acteurs. Et oui, les acteurs qui sont vraiment exceptionnels. On a donc, aux deux premiers rôles, Félix Lefebvre, qui joue ici Alexis Robin, et Benjamin Voisin, qui joue ici David Gorman. Et incroyable, c'est que ces deux acteurs, j'ai beaucoup entendu dire, apparemment, que ces deux acteurs ne se ressemblaient pas du tout, et donc que leur relation était plus ou moins intéressante, mais qu'ils ne se ressemblaient pas. Et moi, je ne suis pas d'accord du tout. Et je me suis laissé berner, parce que j'avais bien vu la bande-annonce, parce que je préfère éviter les bandes-annonces, mais quand on va au cinéma et qu'on voit toujours la bande-annonce du même film, bon, on finit par se l'imprégner un petit peu. Et il y a des passages dans la bande-annonce où je m'étais dit, ah bah tiens, c'est le fameux Lefebvre. Et non, c'était Benjamin... non, c'est l'inverse plutôt, non, je me confonds justement. Non, je pensais que c'était Benjamin Voisin, justement, mais tiens, bah, c'est lui qui est en train de jouer. Et non, c'était son acolyte. Alors là, j'avoue que j'ai été un petit peu ébahi, parce que vraiment... peut-être que leur coiffure est l'élément qui permet de les distinguer quelque part, parce que Benjamin Voisin a une touffe un petit peu comme la mienne des fois, donc un peu bizarroïde quoi. Et de l'autre côté, l'acteur à côté a une coiffure un petit peu plus conventionnelle, mais on a des fois du mal à les distinguer. Et ça ne dessert pas du tout le film, bien au contraire, hein, ça montre une sorte de fusion, voilà, parce qu'ils connaissent une certaine relation que je ne développerai pas en tant que spoiler, mais bon, si vous avez vu la bande-annonce, qui d'ailleurs au passage en révèle un peu trop, hein, mais bon, ça c'est toujours un peu le problème. C'était le cas avec The Invisible Man en début d'année, qui en montrait trop. Pour moi là on a exactement le même problème, quoi. Et le problème c'est que la bande-annonce d'ailleurs, on y reviendra après, mais elle se tire régulièrement une balle dans le pied, parce qu'elle montre pour moi beaucoup de problèmes du film, parce que même si l'acting est vraiment remarquable, notamment, et même, hein, franchement, Benjamin Voisin, qui est un acteur que j'avais pas trouvé extraordinaire du tout dans Un vrai bonhomme, qui se défendait déjà un peu mieux dans La dernière vie de Simon. Les quelques rares plans, oui, assez, pas au ralenti, mais où on prend vraiment le temps de marquer le spectateur de sa performance, sont pour moi pas terribles, quoi. À un moment, le personnage donc qui a la bouche ouverte sur son scooter, il fait Wouah, voilà, une drôle de tête. Enfin, Benjamin Voisin, pardon, quand il surjoue, en général, je n'adhère pas vraiment au délire. Voilà, quand un grand acteur comme De Funès, comme Christian Clavier, comme Jim Carrey cabotine quelque part, c'est souvent très régalant et très réjouissant. Quand c'est Benjamin Voisin, malheureusement, des fois je suis un peu plus sur le carreau, même s'il faut lui laisser sa chance, parce qu'il est encore jeune, et c'est pas parce que moi je l'incorpore pas dans la catégorie des grands acteurs en devenir, ou même qu'il y serait déjà, qu'il ne doit pas tenter le coup, parce qu'il faut... enfin, on peut toujours être surpris, donc là-dessus c'est bien. Autre point quand même positif, hein, parce que là j'ai parlé un peu de négatif, mais je reviens sur le positif intégralement, c'est au-delà donc des performances de tous les autres acteurs, on a notamment Isabelle Nanty, on a aussi Bruno Lochet qui est complètement méconnaissable, hein, Bruno Lochet qui a ici un rôle assez... peut-être à contre-emploi quelque part, parce que moi j'ai toujours son souvenir dans un grand film avec... enfin, de Danny Boone et avec Danny Boone qui est rien déclaré, où il interprète vraiment un benet, quoi, parce que l'acteur ne fait pas... enfin, il joue là-dessus, c'est-à-dire qu'il se donne un air de benet. Et là, François Ozon a cette force, hein, ça c'est clair, à transformer les acteurs. Et on sait qu'on connaît les acteurs dans d'autres films, mais le fait qu'ici, ils aient non seulement un rôle qui change, une coiffure ou même une tête qui paraît complètement déformée, et ça inquiète complètement.
Il y a une sorte de malaise à chaque fois qui s'instaure et c'est presque un peu malsain, quoi. Et ça, c'est un sentiment fort, parce que même si ça découle pas sur grand chose après, au moins, en tant qu'œuvre cinématographique, là tu te dis, ah oui, quand même, c'est assez impactant. Sur le moment, bon, après, dans la suite du film, faut quand même reconnaître que ça fait son petit effet 3 minutes, mais après, bon, voilà, on se demande un petit peu ce que ce passage un petit peu décousu du reste vient faire ici, mais c'est pas grave. Peut-être que la seule actrice qui joue pourtant très bien, Isabelle Nanty, qui n'arrive pas vraiment à s'intégrer dans cette logique, c'est à cause de sa voix qui est quand même la voix d'Isabelle Nanty, et pas seulement dans les tuches, hein, même si j'aime beaucoup les tuches 1 et 3 par exemple, mais Isabelle Nanty a une voix qui est pour moi exceptionnelle. Et là, on la reconnaît tellement que ça en deviendrait presque un moment problématique dans cette volonté de nous laisser sans attache, quoi. C'est-à-dire qu'on connaisse les acteurs ou pas, il faut nous laisser sans attache avec ce film. Mais bon, parfois c'est un petit peu délicat, pour autant ça reste assez satisfaisant sur ce point-là. Et en autre point positif quand même que j'ai relevé, c'est qu'à un moment il y a une scène au cinéma avec deux personnages, je ne précise pas lesquels, je ne précise pas ce qu'ils viennent y faire, bon, ils viennent de regarder un film en théorie forcément, et en général une scène qui se déroule au cinéma, ça peut être un petit peu grandiose, parce que comme là ici il y a un effet miroir, un parallèle, une capacité à s'identifier plus facilement entre le personnage et le spectateur. La contrepartie que ça aurait pu générer, qui n'est pas ici, c'est-à-dire qui n'est pas présente dans Été 85, c'est qu'on a justement l'impression et qu'on se rappelle tout d'un coup qu'on est au cinéma. Parce que moi quand je suis devant un film que j'apprécie énormément, j'oublie un peu que je suis au cinéma, enfin je le sais, voilà, c'est inconscient, mais je regarde le film, je suis devant, je vois une vie, une histoire, une relation se développer, je suis à fond dedans. Peut-être que pour certaines personnes, et je l'ai un peu senti en salle, j'ai un peu inspecté parce qu'à chaque fois qu'il se passe ce genre de choses, je regarde un petit peu les gens aux alentours, et c'est vrai que au moment où tu vois un cinéma dans un film, les personnes commencent un peu à se regarder, à parler entre elles quand elles viennent à plusieurs, et pour certaines personnes, je pense qu'elles sont sorties d'une certaine bulle. Moi, pas spécialement, même si, bon, j'ai quand même pris le temps de regarder un peu ce qui se passait autour pour inspecter un peu les visages des uns et des autres, quoi, dans la salle, parce qu'il n'y avait pas grand monde, hein, il n'y avait pas foule quand même, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais c'était plutôt sympa. Après, il y a aussi des personnages qui sont très réussis. Il y a le personnage donc de la mère, de la mère de David, voilà, de Benjamin Voisin, qui est assez bizarre, qui rappelle beaucoup Tom Hanks dans l'extraordinaire Mr. Rogers en début d'année, c'est-à-dire le type qui a une voix un peu bizarre, bon là c'est une dame forcément, qui parle un peu c'est une voix un peu bizarre vraiment, je dis bon, ok, et c'est presque un moment un petit peu dérangeant quoi. Et le personnage l'est naturellement aussi parce qu'on essaie beaucoup d'éclipser certaines relations entre personnages pour se concentrer sur la relation principale de ce film. Ça c'est bien. Après, malheureusement, là où j'ai pu décerner parfois presque un chef-d'œuvre hein, dans la première partie du film, on en arrive à la deuxième partie du film, qui pour moi met en avant et met, en perspective beaucoup la première partie. Et là, je suis un peu dérangé. Toute la relation qui pour moi est assez exceptionnelle dans la première partie, est ici quelque part contrecarrée par certains personnages qui viennent la ramener, et qui peuvent expliquer à certains autres personnages principaux qu'ils ont mal vu, qu'il y a une perception qui est mauvaise. Et moi j'ai un peu de problème, si vous voulez, avec des retournements dans les attitudes des personnages qu'on ne décelait pas avant, mais qui n'auraient jamais été compréhensibles si les personnages ne les avaient pas prévenus, quoi. C'est-à-dire que si un personnage ne donne pas un avertissement à un autre, je n'aurais à aucun moment calculé le fait peut-être que l'un des personnages soit un petit peu, nocif pour l'autre, quelque part. Et là, même en le disant, j'ai du mal à y croire. Parce que, quelque part, j'aurais tendance à dire que le point de vue du personnage est de celui du personnage donc principal, le point de vue du film, pardon, est de celui du point de vue du personnage principal, donc Félix Lefebvre, et on essaie de de jouer sur une corde un petit peu narratif chamboule-tout, qui n'est absolument pas un problème, parce que ça permet aussi de rappeler que le film sera quelque part prévisible, ce qu'on peut aussi, ce qu'on aurait pu lui reprocher à l'avance, c'est-à-dire le film de François Ozon, je pense qu'il a voulu éviter ce travers, c'est « Ah, ce film est vraiment excellent, cependant, on avait tout vu venir à des kilomètres. » Bon, voilà, avec la première partie du film, on vous balance tout frontalement, on vous explique que ce sera sans artifice concernant le suspense, en théorie, même si la deuxième partie du film, on essaie de nous relancer sur des twists, des sortes un petit peu de questionnements, mais qui ne valent pas grand chose, parce que
le personnage principal, on comprend qu'il a des problèmes, voilà, et seulement les problèmes qu'il a sont un petit peu démultipliés par rapport à ce qu'il a vraiment fait, quoi, hein. Concrètement, bon, on s'attend à des trucs hyper dramatiques. Ah oui, il a peut-être fait ci, il a peut-être fait ça avec les personnages qu'il a côtoyés jusqu'à maintenant. Franchement, quand on voit le film, non, quoi. C'est-à-dire que le type est plus victime d'une injustice, enfin, même pas d'une injustice, mais il est plus victime d'une situation qu'autre chose. Et c'est même pas vraiment de son fait, quoi. C'est presque j'accuse d'eux, quoi, voilà, avec Dreyfus, quoi. Enfin, dans l'idée, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça, quoi. J'ai trouvé que c'était pas non plus vraiment le fil conducteur sur tout ce que le personnage a vécu de l'été 85 à un peu plus tard. C'est pas très reluisant comme programme, disons-le franchement, mais peut-être que le film aussi est gâché par un seul et unique problème, ou plutôt un seul et unique personnage qui rassemble une multitude de problèmes. C'est cette Anglaise qui intervient dans le film au début et qui paraît un petit peu désagréable avec cet accent qui est légèrement forcé. Parce que quand on fait cet accent un petit peu forcé comme, je ne sais pas, Valérie Le Mercier dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, ça passe plutôt bien puisque c'est un live action qui est divertissant et qui est une comédie avant tout. Ici on est censé être dans un film un petit peu plus dramatique, même s'il y a quelques touches d'humour au début du film, mais qui n'éloigne jamais l'idée du spectateur que nous assistons à un drame. Et ici ce personnage, donc au-delà d'être amené très mal, je persiste à le dire, et bien quelque part, ensuite, il est quand même victime de dialogues qui ne sont vraiment pas terribles. Je vais arrêter là avec l'accent, mais plus sérieusement, ce personnage anglais est vraiment problématique. C'est l'un des pires personnages qu'on ait pu nous pondre cette année. Ce n'est pas possible, quand elle dialogue avec d'autres personnages, de balancer à la fin une sorte de dialogue qui ne sort d'on ne sait d'où, et qui stipule tout simplement, qui justifie qu'elle n'a strictement rien écouté à ce qu'un personnage lui a dit juste avant. Et là, pour moi, on en arrive à un point problématique, c'est que j'ai l'impression que le personnage a été construit comme un comic relief depuis le début, alors que c'est pas censé être le cas, et qu'on n'a jamais essayé de nous le montrer. Donc il y a un gros problème avec ce film pour moi de perception dans le scénario, c'est-à-dire que le point de vue du personnage, j'avais compris, est presque un petit peu trop alambiqué, parce qu'à un moment, le film peut être assez bon. Je ne dis pas. D'ailleurs, il y a une musique qui est assez incroyable. Il me semble d'ailleurs que le film à la base devait s'appeler Été 84, mais qu'à cause d'une musique qui date des années 85 ou je ne sais plus quoi, ils ont dû appeler le film Été 85. Donc ils ont vraiment choisi de mettre en avant et vraiment de privilégier la musique au détriment même du titre original initial. Donc c'est assez bien. Seulement là, on en arrive pour moi à des gros travers, voilà, en termes donc de dialogue, en termes de scénario, parce qu'elle emmène des personnages dans des situations mais rocambolesques, et à un moment, sérieusement, j'avais envie de regarder ma montre et de dire arrêtez le film ici, arrêtez le massacre, générique de fin, on préfère que ça se termine pas, parce que là, on en arrive à des situations vraiment où le spectateur, en tout cas moi-même, j'en avais vraiment ma claque. Je me disais, non mais il faut arrêter un moment de délire à ce point-là, c'est plus possible. C'est vraiment pas possible. Ça devient complètement... Le film se veut quand même assez réaliste quelque part, et à un moment, on part dans des... on part alors dans un comic relief, mais on part vraiment dans une... Enfin, un drame un peu burlesque, quoi. Vraiment... je me suis un petit peu inquiété, je le cache pas, donc c'est pour ça que ce film, sur Sens Critique, je ne lui mets qu'un 6 sur 10, je suis un petit peu embêté, parce qu'il y a vraiment de très bons moments, mais... À un moment, moi j'ai envie de dire que beaucoup trop de problèmes sur la fin qui s'enchaînent, voilà, une cadence incroyable, ça peut pas me permettre d'aller au-delà, et ça peut pas me permettre de dire que c'est ne serait-ce qu'un très bon film, sans parler de chef-d'œuvre non plus, quoi. Donc voilà, il y a des passages vraiment où on essaie aussi de nous immiscer un peu dans le quotidien du personnage, mais qui sont un petit peu lourdingues, quoi. J'ai eu l'impression d'avoir vu plusieurs scènes à maintes et maintes reprises, sans que ça contribue vraiment à la grandeur du film, au contraire que ça minimise vraiment son impact envers moi, spectateur. Parce qu'il y a visuellement, oui, on peut être impacté, seulement il faut que le scénario suive un minimum, et il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Ça c'est un point important, c'est-à-dire que même si la narration est un petit peu inversée, ce n'est pas du tout un problème, et ni un mal en soi, attention, hein, c'est même pour moi l'un des films qui a manié le mieux cet outil compliqué en ce début d'année 2020, donc bravo. Cependant, il y a tout un rapport à une actrice que j'ai même pas nommée, qui s'appelle donc Aurore Broutin, qui n'a d'utilité que sa participation dans la bande-annonce, voilà, hein, ça c'est dit, c'est-à-dire qu'elle... Enfin, au-delà d'utilité, c'est juste que son personnage n'existe pas vraiment.
À la rigueur, il y a le prof de littérature qui aurait pu être assez... Enfin, qui est un petit peu drôle, mais après on essaie de nous faire comprendre qu'il n'est pas tant que ça, donc on comprend pas vraiment ce que les personnages viennent ficher ici. Et c'est peut-être un peu le problème, c'est qu'à part les deux personnages principaux qui sont pour moi plutôt toujours bien écrits, peut-être un moment que Benjamin Voisin, avec son écriture de personnage, est celui qui va précipiter la deuxième partie que je trouve assez médiocre, mais pour autant, tout ce qui entoure et tout ce qui gravite autour de ces personnages, pour moi, sans être vide de sens, et parfois un petit peu dur à digérer. J'aurais tendance à dire que le film est trop décousu et que ça ne m'a pas trop convenu. J'ai eu l'impression d'être victime d'une trahison entre moi, grand fan de cette première partie, qui est un petit peu masquée et un petit peu trop perçue, je dirais, par les personnages comme une supercherie pour que la deuxième partie me plaise vraiment, quoi. Vraiment, j'ai vécu ça comme une trahison interne. Alors, c'est pour ça que je mets aussi un 6 sur 10, parce que quelque part, au moins, j'étais impacté par ce que le réalisateur essayait de faire avec son film. J'ai compris ce qu'il voulait faire, mais ça m'a pas vraiment plu. Donc, enfin, pas totalement. Donc, voilà pour mon avis concernant ce film Été 85. Je vous souhaite un bon été, et je vous dis ciao, et à la prochaine! Et là, je pars faire du surf!